Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce numéro de Géopolitique. Analyse économique, regard croisé sur l'Europe, les BRICS et les défis monétaires en Afrique. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les dynamiques économiques régionales et mondiales jouent un rôle crucial dans la prospérité des nations. Aujourd'hui, nous explorons ces dynamiques à travers plusieurs angles, de l'Europe aux BRICS, en passant par les développements monétaires en Afrique. J'ai l'honneur d'accueillir le professeur Thierry Amougou, macroéconomiste, hétérodoxe du développement, évaluateur certifié des politiques publiques. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de nous éclairer sur les sujets brûlants, professeur. Quelle est l'analyse de la situation économique actuelle en Europe? Oui, déjà, merci voilà, de me recevoir une fois de plus. Je crois que c'est la troisième fois qu'on aura causé des problématiques mondiales et africaines. Donc, pour parler des économies européennes, je dirais que ces économies font face à de nombreux problèmes. Certains problèmes sont de nature structurelle, c'est-à-dire liés à la structure de ces économies-là, et puis certains sont aussi conjoncturels. Pour parler des problèmes structurels, le principal problème que rencontrent aujourd'hui les économies européennes, c'est la question de la transition. C'est-à-dire comment négocier la transition des économies énergivores, des économies qui entraînent une pression négative sur le climat, une pression négative sur l'environnement, vers des économies où on va faire donc décarboner, où on va décarboner l'activité économique, où on va permettre donc de sauver donc le monde européen donc du réchauffement climatique qui devient un problème fondamental. Ça, c'est lié à la structure historique des économies européennes, parce que cette structure-là est liée à la révolution industrielle qui a donc mis en place une économie extrêmement énergivore, une économie qui détruit l'environnement et une économie axée uniquement sur l'accumulation en ne portant pas attention donc sur la préservation de l'environnement. Ça, c'est un problème vraiment européen qui est également un problème global. Mais les économies européennes, qui ont toujours été des économies industrielles, connaissent ce problème avec acuité aujourd'hui. Donc, premier problème, la transition. Deuxième problème, les économies européennes sont aussi confrontées à des problèmes liés aux fondamentaux, à savoir donc une croissance qui reste faible malgré tout. Hein, la croissance est faible, alors que la pauvreté augmente en Europe. Il faut savoir qu'en Europe aujourd'hui, lorsqu'on compare le niveau de pauvreté, le niveau d'inégalité avec les 30 glorieuses, à savoir la période 45-71, on se rend compte que la pauvreté qui était devenue une valeur marginale à cette période-là est en pleine augmentation en Europe. Donc les économies européennes font face à cette augmentation de la pauvreté et à une augmentation des inégalités. Lorsque vous suivez les travaux de Thomas Piketty, qui est un économiste français qui a écrit un ouvrage célèbre, Le Capital au XXIe siècle, Thomas Piketty montre qu'aujourd'hui, nous sommes revenus en Europe au niveau des inégalités des années 30. Ça veut dire que les inégalités aujourd'hui en Europe ont le niveau des années 30. Et ces inégalités proviennent du fait que la richesse privée augmente plus vite que la croissance, qui est la richesse collective. Donc les privés sont de plus en plus riches, alors que les États sont de plus en plus pauvres. Donc les inégalités qui se creusent. Et ça entraîne une conséquence sociale tout de suite, c'est que les pays européens sont dans une dynamique de confrontation. Les sociétés se polarisent, donc les sociétés sont en confrontation avec les conflits. Ce qu'on a eu en France avec les Gilets jaunes, c'est quoi? C'est un ensemble de Français qui gagnent modestement leur vie et qui refusent de payer une taxe. Parce qu'ils se disent, avec cette taxe, on ne pourra plus boucler la fin du mois. Et donc, il apparaît là un conflit entre les objectifs sociaux, avoir un pouvoir d'achat, se nourrir, payer son loyer, et l'objectif écologique qui consiste à dire, on va payer une taxe pour essayer, donc, qu'on appelait d'ailleurs une taxe écologique. Donc, le principal problème ici, c'est comment allier ces objectifs sociaux, permettre aux gens de vivre décemment, et les objectifs climatiques et écologiques, à savoir protéger l'environnement. Si vous suivez un peu le slogan des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, nous, on ne s'inquiète pas de la fin du monde, qui est l'objectif du climat. Nous, on s'inquiète pour la fin du mois.
Donc, permettez-nous d'abord de boucler notre mois avant de nous préoccuper de la fin du monde. Donc, il y a ce conflit d'objectifs-là en Europe aussi. Et puis, il y a donc des questions d'inflation. Vous savez qu'avec le Covid-19, il y a eu des politiques de relance où la Banque centrale européenne a donc mis de l'argent. On a fait fonctionner la planche à billets pour lancer l'activité économique. Et puis, automatiquement, ce qui est inévitable, on a eu une situation d'inflation. Donc, cette situation d'inflation est en train d'être résorbée par la Banque centrale européenne qui baisse les taux directeurs, qui augmente les taux, autant pour moi, qui augmente les taux directeurs pour diminuer le volume monétaire en circulation. Parce que lorsque la Banque centrale augmente les taux directeurs, ça veut dire qu'elle rend l'argent plus cher pour les banques secondaires qui vont nous rendre le crédit plus cher aussi. Donc ça va diminuer la masse monétaire pour essayer donc de faire baisser la surchauffe de l'économie européenne aujourd'hui. Donc vous avez ces aspects-là. Et puis vous avez une autre chose, c'est la guerre en Ukraine. C'est-à-dire la guerre en Ukraine, mais aussi les économies européennes en difficulté, parce qu'elles sont quand même importatrices d'un ensemble de choses, notamment l'énergie qui provient de l'Ukraine. Donc on a une hausse aussi des prix de l'énergie qui participe de cette inflation, parce que avec Poutine, si Poutine ferme les vannes, ça veut dire qu'il faut trouver des sources alternatives d'énergie, mais ça veut dire que la quantité d'énergie aussi bat, dont les prix augmentent. Donc les économies européennes font face à ces problèmes-là aussi, au fait que il y a donc cette tension monétaire entre le rouble russe, entre le yuan chinois et le dollar américain. Parce qu'il y a une guerre des monnaies qui se joue à travers cette guerre en Ukraine. Voilà. À tel enseigne que certains disent peut-être que le dollar est en train d'être concurrencé au niveau des échanges internationaux. Donc, voilà un peu de façon ramasser les grandes lignes des problèmes économiques européens. Comment l'Europe peut-elle relever ces défis et avoir une croissance durable? Oui, avoir une croissance durable aujourd'hui, déjà, c'est défini par des critères complètement différents de ceux du passé. C'est-à-dire, la croissance doit être désormais une croissance verte. C'est-à-dire une croissance qui ne pollue pas, une croissance qui n'entraîne pas le creusement d'inégalités, une croissance qui n'entraîne pas le creusement de la pauvreté. Donc nous sommes dans des contraintes un peu plus serrées, donc il faut redéfinir la nature des économies en Europe pour avoir une croissance complètement différente, pas automatiquement plus élevée, mais plus qualitative, en termes d'environnement, en termes de société, en termes, voilà. Donc, il faut trouver cette nouvelle formule pour avoir donc une nouvelle croissance. Sur le plan énergétique, les économies européennes essayent d'être autonomes sur le plan énergétique. Vous voyez, la France a relancé la construction des centrales nucléaires, alors que l'Inde avait commencé à les fermer. Hein. Vous avez vu que la Grande-Bretagne a recommencé avec le charbon, les Allemands sont en train de... Voilà. Donc, nous sommes dans une redéfinition de l'autonomie énergétique, parce que ce qu'a montré aussi le Covid-19, c'est qu'il est très important d'être autonome dans de grands domaines. La santé, l'énergie, voilà. Parce qu'on s'est rendu compte qu'une fois que les frontières étaient fermées, des gens qui avaient cru qu'on pouvait tout délocaliser et importer les choses d'autres pays, sont trouvés en difficulté. Donc l'idée d'autonomie est revenue à tel enseigne qu'on essaie de reconstruire une autonomie minimale des économies pour qu'elles puissent en sortir, même si les frontières sont fermées. Il y a cet aspect-là, et puis donc, il y a l'aspect monétaire. Il y a l'aspect monétaire, vous avez vu les sanctions qui ont été infligées à la Russie. Hein, c'est une guerre économique qui se joue à ce niveau-là. Parce que les Européens sont avec les Américains du même côté, dont ils défendent tous le dollar. Parce que c'est le dollar qui reste quand même la monnaie internationale. Et de l'autre côté, vous avez la Russie qui essaie d'installer le rouble et la Chine qui essaie d'installer le yuan. Donc nous sommes dans une guerre monétaire. Comment est-ce qu'elle va s'achever? Je pense que le dollar a encore un avantage comparatif par rapport à ces monnaies-là, parce que quand même les Chinois ont leurs réserves en dollars. Vous voyez? Ça veut dire que même eux, ils continuent à se battre pour que le dollar reste une bonne monnaie. Donc ça reste quand même une monnaie qui garde une longueur d'avance par rapport aux autres. Mais au niveau des économies durables, non polluantes, on a l'automobile qui stagne, qui n'arrive pas à décoller, et on constate aujourd'hui que c'est peut-être un leurre. Oui, c'est vraiment, oui, c'est très important ce que vous signalez, parce qu'on se rend compte que le passage des énergies entre guillemets polluantes sales vers des énergies propres ou vertes, ce passage-là n'est pas évident. Parce que des travaux montrent aujourd'hui que la voiture électrique, dans son processus de fabrication, est plus polluante que la voiture à essence ou la voiture à diesel. Donc nous sommes aujourd'hui face vraiment à un véritable dilemme où on se rend, les ingénieurs nous montrent avec preuve à l'appui que le processus de fabrication d'une voiture électrique est au bout du compte, plus polluant
que le processus de fabrication d'une voiture à essence ou une voiture diesel. Donc, il y a peut-être des choix encore à peaufiner à ce niveau-là parce qu'on n'a pas encore la solution. Il y a autre chose, c'est que pour passer à cette voiture électrique, il nous faut des batteries, il nous faut du cobalt. Or, le cobalt vient d'où? Il vient des pays africains, notamment la RDC. Or, pour exploiter le cobalt, on saccage l'environnement en RDC. On évacue des populations, on déguerpit des populations. Donc, il y a comme une infirmité originelle à cette voiture électrique qui provient du fait que ce qu'on considère comme propre, comme énergie de transition, comme voiture de transition, est très sale en Afrique. Les populations sont déguerpies, les enfants travaillent, l'environnement est détruit. Donc, penser à la transition, ce n'est pas seulement regarder la voiture électrique, c'est regarder tout le processus, comment elle est fabriquée, quels sont les effets, les externalités en Europe, en Afrique, et puis donc essayer donc de penser à une forme de justice dans la chaîne de production, dans la chaîne de valeur, pour aller vers cette économie-là qui peut être une économie verte. Voilà. L'économie émergente, les BRICS, les BRICS, Brésil, Russie, Chine et Afrique du Sud, ont été désignés comme les moteurs de la croissance économique mondiale. Dans quelle mesure cette vision est-elle toujours pertinente? Oui, cette vision est pertinente. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde quand même les chiffres de la croissance mondiale, on se rend compte que ce sont les BRICS qui non seulement ont tiré la croissance africaine, parce que les Africains exportent beaucoup là-bas, mais également ont tiré la croissance mondiale. Pourquoi? Parce que nous sommes là dans des pays, hein, comme vous avez défini, les BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, voilà, l'Afrique du Sud et tous ces pays-là. Nous sommes là dans des pays qui ont profité de la mondialisation, sans en être les moteurs. Ça, c'est quelque chose qu'on constate lorsqu'on étudie la mondialisation. Les gens qui ont mis la mondialisation en place, les grands pays qu'on connaît, en tête les États-Unis, l'Angleterre, et puis voilà, les grands pays industrialisés. Mais on se rend compte aujourd'hui que ceux qui en profitent, c'est beaucoup la Chine, c'est beaucoup l'Inde, c'est beaucoup la Russie, c'est-à-dire un ensemble de pays qui n'étaient pas leaders dans ce processus. Donc, la Chine, par exemple, a profité non seulement du fait d'avoir un marché interne très vaste, mais du fait d'avoir un marché mondial où elle peut écouler ses produits fabriqués à bas prix. Parce que la Chine a une main-d'œuvre massive, donc des salaires faibles, donc elle peut vendre moins cher à l'international les mêmes produits qui coûtent plus cher. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, cette croissance chinoise qui, malgré sa baisse après le Covid, parce qu'il y a quand même une baisse, reste quand même plus élevée. Elle reste plus élevée parce que ce pays a cet avantage-là de continuer à avoir une main-d'œuvre qui lui coûte moins cher et d'avoir des exportations qui, donc, au niveau international, vont coûter moins cher que les exportations d'autres pays qui ont une main-d'œuvre beaucoup plus élevée. Et on se rend compte qu'en Chine, ça commence à changer parce que les salaires commencent à monter. Et c'est pourquoi la Chine aujourd'hui commence à délocaliser certaines fabrications en Afrique. C'est pourquoi la Chine va en Éthiopie pour faire des chaussures, pour faire des habits, pour faire des jouets. Pourquoi? Parce qu'en Chine, le différentiel salarial commence à augmenter, donc on va encore chercher là où la main-d'œuvre coûte encore moins cher pour continuer à avoir le même avantage comparatif. Donc ces pays-là ont cette possibilité-là d'avoir des salaires faibles, ont cette possibilité-là d'avoir des contraintes environnementales faibles, parce que ce ne sont pas des pays, si je prends le cas de la Chine, ce n'est pas un pays démocratique, dont les gens ne vont pas revendiquer des choses qu'on revendique ici, par exemple les droits de l'homme, machin, salaire, tout ça. Et ces pays-là ont l'avantage d'avoir une autonomie de décision dans leur politique. Vous voyez? Si je prends le cas des pays africains, nous sommes tous ces pays sont sous ajustement structurel. On n'a discuté avec aucun pays, on n'a discuté avec aucune assemblée. Mais tous ces pays des BRICS, aucun n'a été sous ajustement structurel. Ils ont des réformes autonomes, ils ont des politiques de croissance autonomes, ils ont donc des stratégies même monétaires autonomes par rapport à leurs objectifs. Vous voyez? Donc, ce n'est pas pour rien que les pays européens aujourd'hui sont un peu, comment je peux dire, hésitants par rapport à la mondialisation initiée par eux-mêmes, parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas eux qui gagnent là-dedans. Il est paradoxal de se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est la Chine, pays communiste, avec un parti communiste, un pays sans démocratie. C'est la Chine qui défend le libre-échange. Les Européens disent non, non, il faut mettre quand même des règles. Les Américains disent non, il faut quand même des règles. Vous voyez? Ça veut dire que c'est tout un paradoxe aujourd'hui. C'est un pays communiste qui défend le libre-échange, alors que les pays capitalistes libéraux veulent mettre un peu la pédale douce. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que le centre de gravité de l'accumulation mondiale, c'est à Pékin aujourd'hui. C'est eux qui tirent les marrons du feu, alors qu'eux, ils perdent.
Donc c'est vraiment, c'est-à-dire sur le plan géopolitique, c'est le grand apprentissage aujourd'hui. Le centre de gravité du capitalisme est en train de quitter New York pour aller à Pékin. Et la Chine est en train de compenser son retard énorme, même si le niveau de vie en Chine reste au niveau de celui de l'Égypte, à cause de sa population. Lorsqu'on prend la richesse chinoise et qu'on calcule le produit par tête, c'est un pays dont le niveau de vie est au niveau de celui de l'Égypte. Mais lorsqu'on voit la vitesse avec laquelle la Chine compense son écart, d'ici 50 ans, ce sera fait. Quels sont les défis auxquels les économies des BRICS sont confrontées à l'heure actuelle? Oui, ces défis-là sont d'abord des défis stratégiques internes. Parce que lorsqu'on dit BRICS, c'est à la fois donc tous ces pays-là, Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud, Chine. Voilà. Ce sont ces pays-là comme un bloc qu'on considère, lorsqu'on le regarde de l'extérieur, comme étant homogène. Lorsqu'on le regarde de l'extérieur comme étant solidaire. Voilà. Il ne faut pas oublier que ce bloc-là constitue aussi un ensemble de pays aux intérêts divergents. Donc, ils ont aussi des conflits, des confrontations internes. Donc, premier défi, c'est celui-là. Empêcher que ce conflit interne ne débouche sur un éclatement. Il y en a. La Chine ne pense pas la même chose que l'Inde, qui ne pense pas la même chose que la Russie, qui ne pense pas la même chose que l'Afrique du Sud. Ils ont des confrontations internes. Deuxième défi, c'est aussi éviter que les plus forts à l'intérieur des BRICS ne transforment aussi les faibles, notamment les Africains, en des territoires où ils vont faire leurs affaires. C'est-à-dire, l'exploitation n'est pas exclue entre les BRICS et les pays africains. Dans les BRICS, il y a des puissants, il y a des ogres, des très forts, face à des très faibles. Donc, éviter que ne se reproduisent entre les BRICS les plus forts et les pays africains, ce qui s'est produit historiquement entre les pays européens et les pays africains. Ça, ce ne sont pas des choses inévitables, parce que nous avons toujours affaire à des puissances qui ont des intérêts de domination, des intérêts hégémoniques. Ça, c'est important. Autre défi, c'est aussi que leur banque devienne vraiment, la banque des BRICS qui a été mise en place, devienne vraiment une alternative au FMI. À savoir donc une banque qui va accorder des crédits aux pays du Sud à des taux extrêmement favorables par rapport au FMI. Ce n'est pas encore démontré jusqu'à aujourd'hui. Au FMI et la Banque mondiale. Donc on se rend compte que ceux qui ont mis sur pied la banque veulent aussi gagner des sous et ne sont pas automatiquement dans une dynamique où ils seront nettement mieux que le FMI et la Banque mondiale. Ce sont des défis des BRICS sur le plan interne, en tant que géostratégie interne aux BRICS. Alors, il y a des défis externes aussi. C'est-à-dire, comment les BRICS vont se comporter par rapport au reste du monde, par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis. Il vous souvient que dernièrement, Macron a voulu assister même à une réunion des BRICS, il a été mis de côté. Donc, c'est important de voir aussi comment, voilà, est-ce que les BRICS vont aller dans un rapport frontal avec les États-Unis, avec l'Europe. Ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que les BRICS vont essayer peut-être donc d'aller vers des rapports de coopération avec l'Europe ou avec les États-Unis, en gardant leur spécificité, mais en choisissant la coopération à la confrontation. Ça peut être une stratégie géopolitique aussi. Et puis, autre affaire qui me vient à l'esprit, comment est-ce que les BRICS vont gérer le fait qu'ils s'élargissent de plus en plus et qu'ils intègrent de plus en plus les pays pétroliers? J'ai entendu parler de l'Égypte, j'ai entendu parler des Émirats, j'ai entendu parler... Ça veut dire qu'ils vont jouer un rôle majeur sur le marché du pétrole. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que les BRICS vont réactiver le PEP pour jouer sur les prix du pétrole? Parce qu'ils ont déjà la Russie, mais il y a d'autres pays pétroliers qui entrent. Donc ça nous promet un monde sur le plan géopolitique qui peut être extrêmement intéressant. J'attends voir le nouveau rôle des BRICS par rapport au marché pétrolier, au prix du pétrole. Et y a-t-il des coopérations économiques entre les BRICS qui pourraient être renforcées? Notamment, on voit la Chine avec l'URSS, oui, les Russes, au niveau pétrole, au niveau gaz, et on voit aussi l'Inde. Oui, je crois qu'ils ont ça en tête, en fait. En tout cas, l'idée qu'ils ont en tête, c'est comment se défaire de la domination occidentale. Voilà. Donc, on ne peut se défaire de cette domination occidentale que si on renforce des coopérations entre nous. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle ils aboutissent. Donc, ça veut dire qu'au niveau énergétique, au niveau monétaire, au niveau géopolitique, au niveau militaire, au niveau de la recherche scientifique, au niveau économique, ça veut dire qu'ils vont établir une coopération entre eux. Donc ça, ce n'est même pas à demander, c'est la base des BRICS. C'est-à-dire, pour
pour se défaire, pour sortir de la tutelle européenne occidentale, il faut qu'on ouvre un espace, pas seulement politique, au sens coopératif entre nous, mais également un espace économique, un espace scientifique, un espace de coopération dans tous les domaines, afin de pouvoir faire des choses à partir de nous-mêmes, et pas seulement en prenant référence sur l'Europe. Donc ça, c'est vraiment la base des BRICS qui au départ était juste une organisation, mais qui devient un espace géopolitique extrêmement intéressant et qui va faire un contrepoids aux États-Unis et à l'Europe. Ouais. Nous abordons la phase des monnaies, des BRICS et l'émergence des monnaies de l'Association des États du Sahel. On parle souvent de la possibilité d'une monnaie commune pour les BRICS. Quels sont les avantages et les défis d'une telle initiative? Oui, une monnaie commune pour les BRICS, mais l'avantage, le principal avantage, c'est que une monnaie dépend d'abord de la puissance de l'économie qu'elle sert. Voilà. Très souvent on parle de monnaie, les faibles et les fortes. Non. Ce qui constitue la force d'une monnaie, c'est principalement la puissance de l'économie que cette monnaie sert. Voilà. Donc, vous voyez que si le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, voilà, l'Union, la Russie et l'Afrique du Sud et d'autres pays qui viennent d'intégrer les BRICS, s'ils ont une monnaie commune, ça peut être une monnaie d'une puissance exceptionnelle. Parce que elle sera adossée sur une économie extrêmement forte. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi on dit qu'il y a potentiellement une concurrence par rapport au dollar, parce que cette monnaie-là serait extrêmement puissante, parce qu'elle est adossée sur un ensemble de réserves de change, un ensemble de production de richesses, sur des économies qui sont extrêmement fortes. Donc ça peut être quelque chose qui concurrence le dollar, et aller donc vers une nouvelle monnaie internationale qui peut concurrencer le dollar. Nous n'y sommes pas encore, mais ça peut se faire si cette monnaie-là apparaît. Mais là où on peut avoir un inconvénient, c'est si à l'intérieur des BRICS, il y a des puissances qui jouent un double jeu. Je vous dis que les Américains vivent beaucoup grâce à l'épargne de la Chine, grâce à l'épargne des Chinois. Est-ce que la Chine va jouer complètement le jeu, c'est-à-dire tout enlever en dollars, et peut-être, si c'est le yuan, mettre tout en yuan? Ça, c'est des stratégies qui ne sont pas encore révélées aujourd'hui. Donc, on ne sait pas s'ils vont dire, bon, allez, je suis quand même prudent, je laisse une partie en dollars, et puis voilà. Donc, est-ce qu'on joue à fond le jeu, et on bascule vers une monnaie commune qui va concurrencer le dollar, ou alors est-ce qu'on aura des stratégies dispersées sur le plan monétaire et qui peuvent, encore une fois, affaiblir cette monnaie-là, c'est des stratégies dispersées. Donc, c'est à voir avec les stratégies des grands acteurs des BRICS, qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement. Donc, quelles sont les perspectives de la création d'une nouvelle monnaie pour l'Association des États du Sahel et quel impact pourrait-elle avoir sur la région? Oui, sur les États du Sahel, ça peut être une bonne idée, déjà notamment par rapport à l'ECON qui est né en Afrique de l'Ouest et dont le projet aujourd'hui devient de plus en plus flou. Parce qu'il me souvient que cette monnaie-là qui est censée remplacer le franc CFA est aujourd'hui programmée dans un agenda qui est géré par la France, notamment par le Sénat français. Et ça vous montre d'ailleurs le lien qui existe encore entre la France et notre pays sur le plan monétaire. Comment est-ce qu'une monnaie qui est décidée en Afrique de l'Ouest et qui doit remplacer le franc CFA, j'ai suivi des travaux du Sénat français qui se prononcent sur l'agenda. Ça vous montre encore tout le lien qui existe. Et pas seulement ce lien-là, il y a un lien avec l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas faire une réforme monétaire en Afrique sans l'avis de l'Union européenne. Parce que lorsqu'on passe du franc français à l'euro, l'Union européenne, la Banque centrale européenne a déjà son mot à dire sur ces réformes monétaires-là en Afrique. Alors, si cette monnaie du Sahel vient donc installer un projet autonome au pays du Sahel et qui permet à ces pays-là de se défaire de la tutelle du franc CFA, c'est un effet positif pour eux. Ça veut dire que sur le plan monétaire, ils parachèvent une indépendance qui est aussi le parachèvement de l'indépendance politique. Il ne faut jamais oublier qu'on parle vraiment de souveraineté lorsqu'un pays fait trois choses fondamentales, c'est-à-dire qu'il est l'auteur de ses propres lois, c'est-à-dire c'est lui qui écrit ses lois. Lorsqu'il assure la sécurité chez lui, c'est-à-dire c'est lui qui fait le gendarme chez lui, c'est que les pays du Sahel ont déjà fait, ils ont déjà mis la France dehors pour dire on fait ça nous-mêmes, même si les Russes sont arrivés par après. Et puis le troisième élément, c'est être souverain sur le plan monétaire, ça veut dire battre soi-même sa monnaie. Donc c'est un élément de parachèvement de leur indépendance. Alors,
Une fois que cela est fait sur le plan politique, il faudra donc que la monnaie des pays du Sahel, si elle naît, qu'elle soit donc gérée de façon rigoureuse, comme on gère une monnaie. À savoir qu'on respecte un ensemble de fondamentaux dans la gestion d'une monnaie pour maintenir sa valeur, pour maintenir sa crédibilité. Il ne faut pas que ça devienne une monnaie de singe, c'est-à-dire que chacun fabrique le volume de monnaie qu'il veut. Non, il faut que cette monnaie serve à la monnaie, à savoir servir d'intermédiaire entre les échanges, à savoir servir d'unité de compte, à savoir quelque chose, être un actif dominé, ou alors quelque chose qui permet aussi de financer l'activité économique suivant le type de politique économique qu'ils vont choisir. Donc, ça dépend de beaucoup de choses, mais le principal avantage ici, c'est qu'ils sortent de la tutelle monétaire du franc CFA et peuvent avoir leur propre monnaie, donc parachever leur indépendance sur le plan politique et sur le plan économique. Mais quels enseignements peuvent être tirés des expériences de création de monnaie commune dans d'autres régions du monde? Notamment au niveau de l'Europe, ici on a... Oui, les monnaies communes, vous voyez bien que si on prend le cas de l'Union européenne, ils ont créé l'euro. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de l'euro? On peut tirer principalement 3 principales leçons. La première leçon, c'est que l'Union européenne, l'Europe, devient un espace, un marché plus puissant au sens numérique que le marché américain. Donc, on a donc une monnaie qui sera utilisée par un vaste marché. Vous voyez, ça c'est très important. Le deuxième élément, c'est que l'euro est créé aussi, pourquoi? C'est pour faire un contrepoids au dollar. Donc, ce que veulent faire les BRICS, l'Europe l'a déjà fait par rapport au dollar, en créant l'euro. Et beaucoup d'analystes américains, notamment Paul Krugman, disaient aussi que l'euro allait échouer. Disons peut-être une analyse monétaire nationaliste pour que les Européens ne créent pas l'euro. Donc, l'euro réussit aujourd'hui à faire un contrepoids au dollar. C'est-à-dire que c'est une monnaie internationale au service d'un vaste marché qui est le marché européen. Donc, premier avantage, vaste marché. Deuxième avantage, faire un contrepoids au dollar. Donc, on ne dépend plus monétairement du dollar. Et le troisième avantage de l'euro, qui se divise en deux, c'est que l'euro a permis à un ensemble de pays européens d'être crédibles au niveau des marchés des capitaux internationaux. C'est-à-dire que vous avez une monnaie forte qui est adossée sur l'économie européenne. Un pays comme la Grèce peut s'endetter parce qu'il utilise l'euro. S'il est tout seul, il ne peut pas avoir accès à ces crédits-là parce qu'on va dire tu as la drachme grecque qui est une monnaie faible, tu ne peux pas. Mais comme tu es adossé sur l'euro qui est une monnaie régionale, tu as accès à ces crédits parce que c'est une monnaie forte. Ça a été l'aspect positif pour un pays comme la Grèce. Mais l'aspect négatif, c'est que une fois que tu t'endettes donc grâce à l'euro, parce que tu es la Grèce, tu te retrouves hyper endetté. Mais quand tu rembourses, ce n'est pas l'Europe qui rembourse, c'est toi. Vous avez vu comment la Grèce a été coincée lorsqu'il fallait rembourser la dette. Il n'y a pas de dette européenne. Tu peux t'endetter grâce à l'euro, mais lorsqu'il faut rembourser, c'est la dette grecque. L'Allemagne a apporté secours à la Grèce. Vous voyez, donc nous sommes là, c'est-à-dire tu as un avantage, tu peux t'endetter parce que tu as une monnaie crédible, forte, mais il faut savoir que le désavantage, c'est que lorsque tu dois rembourser, tu rembourses seul. Donc on voit bien que l'expérience monétaire européenne n'est pas encore parachevée. Elle doit être parachevée par la création d'une dette européenne, par la création d'un trésor européen. Il n'y a pas de trésor européen. Donc ça veut dire que là, ce sera vraiment parachevé. Donc, ça veut dire que ce sont des expériences qui sont très importantes, mais qui doivent toujours être améliorées, parce qu'on ne doit pas avoir quand même des pays qu'on laisse à la traîne. Hein? Pourquoi? Parce que lorsqu'on crée une monnaie, qu'est-ce qu'on vise? On vous dit, laissez vos monnaies nationales, et le fait d'avoir une monnaie commune va vous permettre non seulement d'être plus fort, mais de gagner en bien-être. C'est ça le prix à payer pour l'abandon de la monnaie nationale. J'abandonne ma monnaie parce que je serai plus fort, parce que j'aurai plus de bien-être. Donc il ne faut donc pas qu'après la création de la monnaie commune, j'ai moins de bien-être et moins de puissance. Est-ce que l'euro a créé ces deux facteurs? Oui, l'euro a créé plus de puissance pour les pays, mais il n'a pas créé plus de bien-être pour tout le monde. Et c'est d'ailleurs le refus aujourd'hui de la politique européenne. Regardez ce qui se passe en Europe, en Pologne, en Hongrie, en France. Tous les partis nationalistes demandent la sortie de l'Europe. Pour dire, on a abandonné nos souverainetés nationales pour plus de bien-être qu'on n'a pas. Donc nous ont trompé, donc il faut revenir. Vous voyez? C'est parce que le deuxième aspect n'est pas atteint. On est entré, mais on n'a pas plus de bien-être.
D'où ce reflux nationaliste consiste à dire Brexit, le Brexit, c'est ça. Les Anglais. On sort, parce que nous, voilà, on ne se sent pas bien là-dedans. Donc c'est vraiment ça le défi, réussir à atteindre ces deux objectifs-là. L'avenir du franc CFA, la question incontournable, professeur. L'annonce de la création de la monnaie des associations des États du Sahel a suscité des discussions sur l'avenir du franc CFA. Quel est votre point de vue sur l'avenir de cette monnaie? Sur l'avenir du franc CFA, je vais, essayer de mettre en avant 3 idées. La première idée, c'est que l'avenir du franc CFA est d'abord double. Parce qu'on a 2 francs, on a 2 CFA. On a le CFA de l'Afrique de l'Ouest, et où on a quand même constaté du mouvement avec cette idée de l'écho. Donc, il y a déjà là-bas quelque chose qui est amorcé, même si c'est bloqué aujourd'hui, même si on voit encore la très grande présence de la France dans cette réforme et dans ce calendrier. Et puis, nous avons le CFA d'Afrique centrale, qui, lui, est resté intact à lui-même. On ne remarque rien, il n'y a aucun mouvement, il y a des discours, mais on ne voit aucun acte concret. Et il y a donc d'abord cette double forme du franc CFA d'Afrique centrale, franc CFA d'Afrique de l'Ouest, et les deux ne sont pas convertibles. Donc je ne lis pas les deux à venir, parce que les gens, ils ne travaillent même pas déjà ensemble. Donc la première idée, c'est celle-là. On aura 2 à venir, le franc CFA d'Afrique de l'Ouest et le franc CFA d'Afrique centrale. La deuxième idée, c'est que cet avenir-là, lorsqu'on le regarde quand même de façon froide, on se rend compte qu'il ne pourra pas se faire sans la France. On le remarque avec l'écho, ce que Ouattara et Macron ont fait, le fait que ce soit discuté au Parlement français. Il ne pourra pas se faire sans l'intervention de la Banque centrale européenne, et il ne pourra pas se faire sans justement donc l'accord de la volonté politique ou le leadership politique des présidents africains. J'ai eu la chance de réfléchir un peu sur le franc CFA dans de nombreux écrits qui ne sont pas encore publiés, certains publiés. Et j'ai eu la chance aussi de réfléchir dans le cadre du nouveau sommet Afrique-France organisé par Macron et Achille, où j'ai travaillé un peu en sous-main ou alors derrière les rideaux. J'ai encore fait réflexion sur ce franc CFA. Et ce qu'on remarque quand même, lorsque j'ai lu le rapport, c'est que les premiers obstacles à l'évolution du franc CFA ou à la sortie du franc CFA, ce sont les chefs d'État africains. C'est-à-dire que c'est comme si les chefs d'État africains ont peur de gérer une monnaie, ont peur de prendre le risque d'être responsables d'une monnaie. C'est-à-dire qu'ils préfèrent le statu quo, ils préfèrent que la monnaie soit gérée par d'autres. Voilà. Il y a ça. Il y a aussi que j'ai l'impression que les chefs d'État africains se rendent compte que cette question du franc CFA est une question extrêmement délicate pour leur pouvoir. Donc ils ne veulent pas, même si intérieurement ils veulent en sortir, ils ne veulent pas le montrer ouvertement et préfèrent être discrets. Est-ce que l'échec du retour franc Zaïre ne résonne pas dans les esprits des chefs d'État africains? Peut-être que je ne pense pas qu'il se base sur la faillite du Zaïre, par exemple. Parce qu'il y a de nombreuses monnaies en Afrique qui fonctionnent. Le Nigeria a sa monnaie, l'Afrique du Sud a sa monnaie, le Ghana a sa monnaie. Beaucoup de pays africains ont leur monnaie. Et ce ne sont pas les derniers. Regardez le Ghana, regardez le Nigeria, regardez les pays de l'Afrique du Nord. Ils ont leur monnaie. Ça fonctionne. Regardez l'Afrique du Sud. Vous voyez? Donc ça veut dire que si on veut comparer les échecs aux réussites, les réussites sont nombreuses par rapport aux monnaies nationales. Donc je crois que le blocage est beaucoup plus politique par rapport aux chefs d'État africains. Et il faut, si on veut vraiment une réforme crédible portée par l'Afrique, il faudrait que ces chefs d'État africains sortent du franc CFA en bloc. Des sorties en singleton comme celle réalisée par la Guinée dans l'histoire ne vont pas réussir. Parce qu'un pays comme ça qui sort seul, mais il est entouré de pays qui restent dans le franc CFA et en collaboration avec la France qui va l'attaquer également en sous-main, donc il ne peut pas. Mais si elle est sortie en bloc, le poids politique est plus élevé et là on peut tordre le bras à la France pour faire des réformes parce qu'on sort tous en bloc. Vous voyez? Donc il y a cet aspect-là. Or, les gens ne sortent jamais en bloc du franc CFA. C'est toujours un individu qui dit je vais sortir, les autres restent en retrait ou alors ils ne disent rien du tout. Donc c'est à se demander si vraiment ces pays qui appartiennent encore à ce qu'on appelle la zone franc, est-ce qu'ils veulent vraiment en sortir? Est-ce qu'ils veulent vraiment en sortir? Parce que moi, technicien économiste, je peux dire,
le franc CFA, c'est ça comme problème par rapport à nos économies. Mais prendre la décision d'en sortir, c'est une décision politique. C'est ceux qui ont le pouvoir qui disent on sort du franc CFA. Et ça peut se faire rapidement. Ça peut se faire rapidement d'abord à partir d'une banque centrale, à partir de la douane, ça peut se faire par des choses rapides qui ne demandent pas beaucoup de temps. Hein. Mais la volonté politique, je pense qu'elle n'y est pas. Et qu'il faut peut-être une nouvelle génération de dirigeants africains pour sortir du franc CFA. Je vous ai déjà dit dans d'autres interviews, pour tout le mal que j'ai pensé du franc CFA. Comme monnaie, hein, c'est une mauvaise monnaie. C'est une mauvaise monnaie. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir une politique monétaire. Comment avoir une politique monétaire sur une monnaie que vous ne maîtrisez pas? Quand vous voulez faire du développement, économiquement parlant, vous avez une politique monétaire, vous avez une politique fiscale, vous avez une politique budgétaire. Si je pense seulement à la politique monétaire et budgétaire, nos pays sont PPTE, dont la politique budgétaire c'est le FMI. Le franc CFA, c'est la France. Ça veut dire qu'ils n'ont ni politique budgétaire, ni politique monétaire. Comment ils font pour construire des politiques de développement, ne maîtrisant ni l'instrument monétaire, ni l'instrument budgétaire? Et sachant qu'il y a des interdépendances entre les deux. Donc nous sommes vraiment là dans un schéma très suicidaire pour nous, et je pense que la réforme du franc CFA, qui est toujours remise à demain, est quelque chose qui me fait penser. Dans mes travaux, je parle, ça fait souvent rire les gens, je parle du syndrome du Christ. À savoir que lorsque je lis la Bible de façon non théologique, le Christ c'est quoi? Le Christ c'est quelqu'un qui arrive et qui trouve que son peuple est occupé et colonisé par les Romains, qui est la puissance, par Rome, qui est la puissance colonisatrice. Et de façon non théologique, le Christ est quelqu'un qui veut sortir son peuple de la domination romaine. Et qu'est-ce qui se passe avec le Christ? C'est qu'il est crucifié par les dominants de connivence avec son peuple. Et dans l'histoire des révolutions africaines, quiconque, comme leader, a essayé de sauver l'Afrique, s'est retrouvé crucifié par le dominant de connivence avec son peuple. Et je crois que tous les dirigeants africains ont ça dans la tête. Et ils ne veulent pas subir le syndrome du Christ. Qu'est-ce qu'il nous faut en Afrique pour faire la réforme du franc CFA? Il nous faut des courageux. Quelqu'un qui n'a pas peur de subir le syndrome du Christ. Et si on en a 10, on peut y arriver. C'est à ce niveau-là que je place vraiment ce qu'il faut franchir comme étape pour arriver à cette réforme. Nous arrivons au terme de cette émission de géopolitique. Quelles pourraient être les implications géopolitiques d'un éventuel abandon du franc CFA? Les implications géopolitiques d'un éventuel abandon du franc CFA seraient vraiment, je dirais, minimes. Minimes pour les pays africains, mais seraient peut-être majeures pour la France. Parce que si on abandonne le franc CFA et qu'on crée une monnaie africaine, qui est une mauvaise monnaie, ça peut être grave pour nous. Ça veut dire que cette mauvaise monnaie peut disparaître. Ce qui est arrivé en RDC, il y a le franc congolais, mais quand je fais un tour en RDC, je pars souvent à l'université de Bukavu, où j'ai parfois des cours, je me rends compte que la monnaie qui circule en RDC, c'est le dollar. Oui. Ça veut dire que si vous n'êtes pas sérieux dans une monnaie que vous créez, que vous mettez en place, en économie, on dit, la mauvaise monnaie chasse la bonne. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où une monnaie qui est plus crédible prend la place et s'installe sans demander votre avis. Je n'ai pas eu le franc congolais, je n'ai pas encore vu, je ne sais pas à quoi il ressemble. Tout le monde a le dollar. Donc on peut, en faisant disparaître le franc CFA, si on ne fait pas attention, donner un espace géopolitique sur le plan monétaire aux Américains, ou aux Chinois, ou aux Russes. Ça peut être soit le ruble, soit le yuan, ou alors à une guerre entre les trois en Afrique pour occuper le marché africain. Le dollar, le yuan et le ruble. Ils vont se battre pour occuper cet espace-là. Hein? Parce que ce qui se joue aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, c'est aussi la remise au goût du jour de ce que je peux appeler les grands blocs civilisationnels. On a cru avec la chute du mur de Berlin, avec la mondialisation, que la seule idéologie c'était le néolibéralisme, le marché, la démocratie libérale, comme nous dit Fukuyama. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se rejoue? Ce sont les empires qui reviennent. La guerre russe est une guerre impériale, civilisationnelle. Poutine dit non, moi j'ai une civilisation à défendre. Je ne veux pas que je sois phagocyté par vos machins-là. Ouais. Donc, nous sommes là dans des grands blocs civilisationnels qui se réinstallent. Le bloc civilisationnel russe, le bloc civilisationnel américain, le bloc civilisationnel européen, le bloc civilisationnel chinois.
Ça veut dire que l'Afrique a donc intérêt à reconsolider son bloc civilisationnel. Sinon, elle ne sera que le théâtre de la guerre. Or, une civilisation, c'est à la fois une religion et une économie. Donc, si on définit une monnaie, il faut qu'elle serve à ça, à nous installer en Afrique comme bloc civilisationnel, et pas définir une monnaie qui sera bouffée par les autres, voilà, et qui vont faire de nous un simple espace de jeu géopolitique et monétaire. Merci, professeur. Ben, merci à vous voilà, pour cette petite causerie. Cette discussion souligne l'importance cruciale des choix économiques et monétaires pour les nations et les régions. Nous remercions chaleureusement le professeur Thierry Amougou pour ses perspectives éclairantes sur ces sujets complexes et essentiels à l'avenir économique mondial. À très bientôt.